La mixité sociale et scolaire, ça pourrait être évidemment un puissant levier. C'est un puissant levier pour la réussite de tous les élèves. Ça, c'est documenté depuis très longtemps. En France et dans l'OCDE, on sait que la mixité sociale, ça aide considérablement les enfants de milieux populaires et ça ne nuit pas aux autres. Voilà, tout ça est documenté. Alors, ça peut être contre-intuitif par rapport à celles et ceux qui pensent que la mixité sociale va nuire à leurs enfants, mais voilà, statistiquement, toutes les études montrent que ça n'est pas vrai. La difficulté, c'est que la mixité sociale et scolaire, tout le monde est d'accord sur le principe aujourd'hui, bien sûr, mais si possible, pas dans le collège de son enfant. Aujourd'hui, nous avons 12% des collégiens qui sont scolarisés uniquement dans des collèges connaissant des élèves eux-mêmes défavorisés. L'entre-soi, mais l'entre-soi entre pauvres. Plus de mixité sociale. À l'autre bout, vous avez aujourd'hui des élites qui nous gouvernent, qui n'ont jamais vu un enfant de pauvre de près dans la scolarité, parce qu'on a bien pris soin d'éviter la fréquentation des enfants de milieux populaires dans leur propre parcours scolaire. Ma mère le disait, mais la vôtre le dit sans doute aussi, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Dans notre pays, on continue à ne pas mélanger les torchons et les serviettes. Pire, parce que ça c'est illégal, on a à l'intérieur de nos établissements, et ça c'est le CNESCO qui a fait cette étude en 2015 pour les collèges, on a à l'intérieur de nos établissements, alors que c'est pas toujours légal, une ségrégation interne par le jeu des options et des parcours particuliers. On a pire, 25% des collèges qui pratiquent des formes de ségrégation sociale par le jeu des classes de niveau. Ça, c'est rigoureusement illégal, et ça se fait. Vous en entendez parler? Non, pas du tout. Voilà, les personnes qui profitent de ce système, évidemment, n'ont pas intérêt à ce que ça se sache. Et puis en plus, on a donc un pays qui, depuis 1959, finance la concurrence privée de son école publique, avec la loi Debré. Personne ne remettra en cause, évidemment, ce financement et même, a fortiori, la liberté de l'enseignement qui est une liberté constitutionnelle, mais on est bien obligé de reconnaître que c'est un frein à la mixité sociale et scolaire, parce que si vous voulez mettre un peu de mixité sociale et scolaire dans un collège, les familles qui ne veulent pas ont un échappatoire possible, c'est la scolarisation dans l'enseignement privé. Alors, on va passer en revue, mais très rapidement, parce qu'il faut qu'on ait le temps pour échanger avec vous, un certain nombre de choses que l'on pourrait, que l'on devrait faire si on voulait vraiment que les choses changent. Et comme Marie-Hélène vous l'a dit, il n'y a rien d'extraordinaire. On sait à peu près ce qu'il faudrait faire. La question, c'est quel courage politique, quelle volonté politique, quel consensus dans la société devra-t-on faire, quel débat devra-t-on engager dans la société pour que ce ne soit pas seulement les initiés qui décident des politiques publiques, mais qu'il y ait un peu de temps en temps les familles populaires qui décident des politiques publiques. Parce qu'en fait, elles sont pas dupes, elles voient très bien ce qui est en train de se passer. Donc, un budget évidemment revalorisé, mieux réparti, des efforts engagés pour la mixité sociale, ça existe dans notre pays, il faut les poursuivre, on les a engagés en 2013. Vous entendez parler en ce moment de l'affectation dans les lycées parisiens. Voilà, c'est des formules qui sont tout à fait possibles. Une réflexion, oui, sur les savoirs enseignés. On a un savoir pendant la scolarité obligatoire qui est en fait totalement orienté vers l'enseignement général et rien d'autre. Quand j'ai commencé ma carrière en collège en 1973 comme professeur, c'était avant le collège Abi, c'était avant le collège unique. Il y avait des ateliers, il y avait dans les programmes du travail manuel, du travail technique, et donc une possibilité pour les élèves qui accédaient au savoir par le concret, une possibilité précisément d'y accéder. Après 1977, après la mise en place du collège unique 75 et les premières circulaires 77, on a éjecté du collège tout ce qui ne préparait pas à l'enseignement général. Et donc aujourd'hui, on a des savoirs qui ne font pas sens pour tous les enfants. Et donc, il manque des savoirs qui feraient sens à tous, y compris à ceux qui se destinent à diriger le pays un jour, apprendre à démonter une mobilette, apprendre à scier, apprendre à articuler, à souder. Ce sont des savoirs qui devraient aujourd'hui faire partie de la culture commune de tous nos citoyens. Promouvoir une éthique dans les pratiques pédagogiques. Tous les enfants sont en capacité d'apprendre, et donc ça, il faut qu'on en soit tous persuadés. Des enseignants mieux payés, la démonstration n'est pas à faire, je vous l'ai faite, mais aussi mieux formés notamment à la connaissance des milieux populaires. Les enseignants aujourd'hui viennent assez peu des milieux populaires, ils ne les connaissent pas, d'où la nécessité de lutter contre les idées fausses. Donc je renchéris sur ce que tu as dit, Marie-Hélène, et donc ça, il faut que ça soit intégré dans les formations initiales et dans les formations continues. Et on enseigne dans des classes hétérogènes, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on ait des pratiques pédagogiques différenciées,
cours magistral est important, il est nécessaire, mais il n'y a pas que ça, il faut pouvoir faire autre chose. Donner une priorité au primaire, donc c'est pas la peine que j'y revienne, ça a été enclenché en 2013, c'est poursuivi aujourd'hui sous des formes différentes, mais voilà, essayons d'avoir des politiques qui se déploient dans la durée. Des internats, j'en ai parlé, moi j'en ai bénéficié, il faut absolument qu'il y ait des internats. Marie-Lette l'a évoqué, et dans cette région Nord-Pas-de-Calais, on a examiné, on a analysé des écoles qui pratiquent la coopération, notamment à Mons-en-Barral, avec les pratiques Freinet, et on sait, ça a été documenté par toute la recherche, que c'est nettement profitable à la réussite de tous, plutôt que des pratiques qui sont basées sur la compétition. On sait aussi qu'il faut qu'on réfléchisse en France sur la manière dont on évalue les élèves. Notre système d'évaluation, en fait, est essentiellement centré sur la seule question qui vaille quand on évalue, est-ce que cet élève-là, il serait pas mieux ailleurs? En gros, c'est ça, la manière dont on évalue. Je caricature un peu pour faire de la provocation, mais c'est pas loin quand même de la vérité. Des rythmes scolaires adaptés, oui. Les enfants de milieu populaire, plus que d'autres, ont besoin de rythmes scolaires adaptés. Quel est ce pays, la France, qui a commis la folie de concentrer le temps scolaire de l'école primaire sur 4 longues journées de 6 heures? On est le seul pays au monde à faire cela. On a enlevé une matinée de classe. Qu'est-ce qu'ils font les enfants de pauvres le mercredi ou le samedi quand ils ne sont pas à l'école? Eux qui ne sont pas au conservatoire, qui ne sont pas au tennis club, eux qui ne sont pas dans les officines de soutien privé payant. Nous avons créé une bombe sociale avec ce temps scolaire qui est un temps scolaire d'adultes, pour les adultes, conçu sur le dos des enfants de ce pays. On le paiera très cher. Une confiance à l'égard des équipes pédagogiques, oui, tout ne peut pas être descendant. Il faut faire confiance à nos équipes pédagogiques et éducatives. Ce sont des cadres, ils sont en capacité d'initiative, ils peuvent déployer leurs propres pratiques, évidemment en rendant des comptes, ce sont des fonctionnaires, mais tout ne doit pas descendre de la rue de Grenelle, donc une confiance, et puis travailler avec d'autres. Nous, on ne sait pas suffisamment le faire, cela, travailler avec les parents, notamment ceux qui sont en situation de pauvreté, mieux travailler avec les collectivités territoriales, mieux travailler avec le monde associatif et notamment le mouvement d'éducation populaire. En fait, on a au moins 3 raisons entre citoyens de se dire qu'on n'a pas le choix et qu'il va falloir aller vers davantage d'élargissement de la base sociale de la réussite scolaire. La première raison, ça c'est issu d'un colloque organisé à Bercy en 2015. Le ministre des Finances en 2015, il s'appelait Emmanuel Macron. Et il a organisé un remarquable colloque avec une centaine d'économistes venus de la planète entière. Ils sont tous tombés d'accord alors même qu'ils étaient d'écoles d'économie différentes. Les inégalités, ça freine la croissance. C'est la conclusion majeure de ce colloque. Et donc, si la France veut garder son rang dans la compétition internationale, elle n'a pas le choix. D'une certaine manière, l'intérêt bien compris de notre pays sur le plan économique rejoint notre idéal d'une école plus juste. On n'a pas le choix. Deuxièmement, ces scolarités qui sont des scolarités d'humiliation, d'échecs répétés, de dévalorisation, ça ne peut pas ne pas laisser un impact dans la personnalité des jeunes de ce pays. Et là encore, on risque de le payer très cher. Troisième raison, qui est liée à la deuxième, celles et ceux de nos concitoyens qui peuvent, à tort ou à raison, estimer qu'ils n'ont pas eu les mêmes droits que les autres. Et je vous ai montré qu'ils n'ont pas eu les mêmes droits, notamment budgétaires, que les autres. Comment pouvoir les persuader longtemps qu'ils vont avoir les mêmes devoirs que les autres? Et donc là, c'est d'une certaine manière notre pacte républicain que nous mettons en danger en laissant sur le bord du chemin des générations entières avec le gâchis humain, social, évidemment, que cela représente. En fait, tout est dit, et je termine vraiment là, avec l'article 1er de notre Constitution qu'on a repris avec Vincent Payon quand on a rédigé la charte de la laïcité à l'école. Et donc là, pour celles et ceux qui ont déjà vu ça dans les écoles, collèges et lycées, c'est un extrait de la charte de la laïcité. On a mis l'article 1er de notre Constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Tout est dit là, c'est pour ça que je termine là-dessus. La France est une république indivisible. Ça veut dire quoi indivisible? Ça veut dire que les constituants savaient qu'on était divers, composés d'entités diverses, mais que ces entités diverses ne devaient jamais fonctionner indépendamment les unes des autres. Sinon, c'est le communautarisme. Et ça, on n'en veut pas, parce qu'on n'est pas un pays
concilier diversité et unité. Les constituants savaient de 46 et de 58, ils savaient que c'est compliqué d'être une république indivisible. Eh bien, ils nous ont donné la recette dans la suite de cet article premier. Pour rester indivisible, nous devons être une république en même temps laïque, démocratique et sociale. Sinon, ça ne tient pas.